Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave, le patron, L'ancien, voilà, le plus ancien dans le grade le plus élevé, c'est connu. exactement. Et puis il y a moi aussi, comme Le d'habitude. plus jeune dans le grade le moins élevé, mais enfin, Voilà, c'est exactement, le troufion de service. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fin de la démocratie, du moins peut-être de la fin de la démocratie en Europe, en tout cas de ce qu'on constate aujourd'hui, avec notamment l'exemple de la Roumanie. Alors, le thème de la fin de la démocratie n'est pas spécifique à la Roumanie, mais disons que c'est un exemple déjà très actuel et puis très parlant aussi. Donc, tout d'abord, je voudrais faire un petit peu de storytelling pour essayer d'apprendre aux gens un petit peu ce qui s'est passé récemment en Roumanie, parce que cette actualité n'est pas tellement couverte par la plupart de nos médias. Donc, il y a un peu plus de 5 ans, en 2019, c'était le candidat du Parti national libéral qui avait remporté les élections présidentielles. Le Parti national libéral, c'est un peu le parti de droite de gouvernement, quoi, vraiment très, très classique. Donc, voilà, exactement. Donc 5 ans plus tard, en novembre 2024, il y avait une nouvelle élection présidentielle qui était organisée avec le premier tour donc en novembre et le second en décembre. Le président sortant n'était pas autorisé par la Constitution à se représenter, voilà, pour une troisième fois. Et pendant les mois précédant le scrutin, il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a deux candidats principalement qui semblent s'opposer pour le second tour. D'une part, on a un candidat, alors je m'excuse à l'avance pour tout ce qui est prononciation, je vais prononcer vraiment à la française, mais on a un candidat donc qui s'appelle Mircea Geoana, qui est favori des sondages pendant des mois. C'est-à-dire que c'est un ancien secrétaire général délégué de l'OTAN, candidat indépendant plutôt marqué historiquement au centre-gauche, centre-gauche. Voilà, qu'il ne faut pas forcément entendre centre-gauche comme étant la ligne du Parti socialiste français, parce que l'équilibre de la politique roumaine est quand même beaucoup plus à droite que chez nous sur énormément de sujets. Mais disons que sur les sujets d'intégration européenne et d'acceptation de l'OTAN, d'aide à l'Ukraine, c'est assez comparable en revanche. Sur tout ce qui va être immigration, peut-être beaucoup moins. Donc en quelques semaines, sa candidature a pris l'eau. Si on regarde l'historique des sondages agglomérés sur les derniers mois, donc il était largement en première place. Et puis d'abord, il a été accusé de plagiat en juillet sur sa thèse de doctorat. Ensuite, il y a un de ses membres de sa campagne qui a été accusé d'avoir des liens avec la Russie. Il est accusé aussi d'avoir eu recours à des fermes à trolls pour inonder Internet de comptes partisans. Enfin, il fait l'objet de suspicions de financement illégal de sa campagne électorale. Enfin bref. Donc en avril, il était crédité de plus de 25% des intentions de vote, pour finir au final avec un résultat à 6,5% en novembre dernier. Donc de très importante, sa candidature est passée à quasiment inintéressante. Le deuxième candidat qui devait aussi se montrer, c'est Marcel Ciolacu, je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois, du Parti social-démocrate. Donc il était Premier ministre, il est Premier ministre depuis 2023 en Roumanie, très européiste, il est socialiste, keynésien, soutien de l'OTAN, etc. Enfin voilà. Et jusqu'au jour du scrutin, il était crédité de suffisamment d'intention de vote pour être au second tour de l'élection. Donc jusque-là, on avait globalement un candidat centriste, un candidat de gauche, rien de nouveau sous le soleil. Et puis une tornade est arrivée. Et cette tornade s'appelle Călin Georgescu. C'est-à-dire que le type est soutenu par absolument aucun parti politique. Il arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Il se présente quelques semaines avant le premier tour. Et à la grande surprise de tout le monde, il se hisse tout en haut du scrutin avec presque 23% des voix. Donc la clé de son succès, qui a été assez peu scrutée, puisque justement dans les sondages, il était donné assez bas jusqu'à l'élection. Donc en fait, les gens se disaient « Non mais ok, c'est un petit excité, mais il va faire 7%, 8%, donc on s'en fiche un petit peu, quoi. Il a aucune chance de gagner. » Et en fait, il a eu un succès absolument énorme sur TikTok. Il prend 3,4 millions d'abonnés très rapidement. Il se met en scène en train de pratiquer le judo, la natation, l'équitation, un marathon même. Il se montre en costume traditionnel roumain. Il estime que la Roumanie doit cesser d'envoyer de l'aide en Ukraine. Il défend une église orthodoxe et des valeurs familiales traditionnelles. Il propose un soutien aux agriculteurs, une réduction de la dépendance de la Roumanie aux importations pour augmenter la production nationale de produits alimentaires
complémentaire énergétique. Mais ça, c'était surtout ce qu'il racontait au tout début. Mais vraiment, là où il s'est démarqué énormément, c'est sur sa position par rapport à l'aide à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il est pour arrêter totalement l'aide à l'Ukraine. Il est plutôt, je dirais, pro-russe. En tout cas, il est vraiment très très sceptique envers l'OTAN. Je vous arrête une seconde. La Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine, non? Oui. Alors, donc ils ont dû voir des trucs déjà arrivés aussi qui leur ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire la guerre aux Russes, quoi. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que y a la Moldavie qui est aussi entre la Roumanie et l'Ukraine, mais effectivement, il me semble de mémoire que de part et d'autre de ce pays, il y a une frontière commune avec l'Ukraine. Oui, effectivement. Pas loin d'Odessa, on a la Roumanie, effectivement. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, on a ce type-là qui se hisse tout en haut du scrutin. Et comme si ça ne suffisait pas, on a aussi une autre personnalité qui arrive deuxième et qui elle aussi sort à peu près de nulle part, qui s'appelle Elena Lasconi, donc qui est une femme, qui est maire d'une commune de 30 000 habitants depuis 2020, qui est candidate du parti USR, qu'on peut traduire par Union Sauver la Roumanie, qui est un parti politique libéral sur le plan économique qui a été fondé en 2016, donc un parti plutôt nouveau. Alors elle se revendique beaucoup de Ronald Reagan, mais elle commet aussi des erreurs, des approximations en politique internationale sur le fonctionnement de l'OTAN ou les positions de la Roumanie au Proche-Orient, par exemple. Elle est favorable à une réforme des institutions pour combattre la corruption. Elle est libérale sur le plan de l'économie de marché, de la politique fiscale. En revanche, elle n'est pas vraiment conservatrice sur le plan des mœurs et elle soutient plutôt l'OTAN et l'UE. Donc, il y a quand même un sacré contrebalancement avec Georgescu. Donc, elle arrive deuxième du scrutin en novembre avec 19,18% des voix, c'est-à-dire 3 centièmes seulement devant le social-démocrate. Et c'est la toute première fois depuis la chute de l'URSS que le second tour de l'élection présidentielle se fait sans candidat du Parti national libéral ou du Parti social-démocrate. Donc voilà, c'était pour planter un petit peu le décor. D'après l'autorité des marchés financiers, 7 Français sur 10 estiment que les investissements en actions sont réservés à ceux qui s'y connaissent vraiment. Donc vous avez de fortes chances d'en faire partie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi rejoindre le club de ceux qui s'y connaissent et c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Pour commencer à apprendre les bases de la finance et de la gestion de portefeuille, ça se passe ici, sur l'Université de l'Épargne. Et le lendemain de l'élection, le 25 novembre donc, des milliers de personnes manifestent contre Georgescu au lieu de simplement appeler à voter pour son opposante, ce qui a été peut-être la réaction attendue normalement en démocratie. Enfin, vous voulez pas qu'un tel soit élu, ça tombe bien, il n'est pas encore élu, il est juste au second tour, donc vous avez juste à voter pour la personne qui se situe en face. Et le lendemain, enfin le surlendemain, donc le 26 novembre, le Conseil national de l'audiovisuel roumain demande à la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur des soupçons d'utilisation inappropriée de TikTok pour promouvoir la campagne de Georgescu. Donc il est assez rapidement établi que oui, la campagne a payé des entreprises et quelques influenceurs pour faire sa promotion sur TikTok, ce qui n'est pas en soi interdit, c'est de la publicité électorale, quoi. Et derrière, le 4 décembre, des documents censés montrer l'implication de la Russie dans la campagne sont déclassifiés. Tous les autres partis de gouvernement se mettent ensemble pour soutenir la candidate d'en face, mais Georgescu reste le favori des sondages et du second tour. Et c'est là que, en fait, les choses vont très très vite escalader. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, ok, il y a peut-être une enquête sur ce mec, peut-être il y a des entreprises russes, peut-être il y a une collusion avec la Russie ou des citoyens ou des entreprises russes quelque part, d'accord, peut-être les citoyens ont le droit de le savoir. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que les citoyens le savent, eh bien, ils continuent de monter dans les sondages. C'est encore plus efficace finalement que sa campagne sur TikTok. Donc on a envie de se dire, malgré ça, les Roumains ont quand même peut-être le droit de voter pour lui. Eh ben non, en fait, derrière, la Cour constitutionnelle va se prononcer pour l'annulation pure et simple de cette élection. Et donc, elle est reconduite pour le début mai, pour le premier tour le 4 mai et le second tour le 18 mai 2025. Et donc, il était largement en tête des sondages avec 44% des voix. Ce Georgescu est largement devant tous les autres. 44% des voix, quand même, on lui donnait. Donc, autant dire quasiment gagnant dès le premier tour. Et ces derniers jours,
jours, là, le dimanche dernier, donc le 9 mars, sa candidature a été tout simplement rejetée par le bureau électoral roumain. C'est-à-dire qu'on lui a dit « Désolé monsieur, vous n'avez tout simplement pas le droit de vous présenter à cette élection ». Et donc derrière, pendant la nuit de dimanche à lundi et encore depuis, quelques manifestations un peu violentes ont eu lieu en soutien à Georgescu devant le bureau électoral justement. Donc voilà, cette question se pose de finalement, est-ce que tout le monde a le droit de se présenter et surtout de gagner à une élection? C'est une question intéressante. Une question très intéressante. Vous savez, c'est ce que disait Juncker, qui a été le patron de la Commission pendant quelques années, là, le luxembourgeois. Il disait on ne peut pas réformer l'Europe démocratiquement. Tout à fait. C'est-à-dire que déjà, donc il y a 7, 8, 10 ans, Juncker avait perçu que les structures de pouvoir qui avaient été mises en place dans l'Union européenne ne permettaient pas un remplacement démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait des gars qui étaient adoubés par les gens comme il faut, et qui, eux, avaient le droit de continuer, et puis des gens qui n'étaient pas convenables, qui n'avaient pas le droit. Et ce que je trouvais d'extraordinaire, c'est que je crois qu'au Parlement européen, il y a 1 ou 2 partis, je crois, dont le hongrois, qui ont posé une question pour que le Parlement européen prenne ça, ils discutent de la démocratie en Europe, etc. Et la quasi-totalité des partis ont voté contre. Oui. C'est-à-dire tous les partis socialistes, tous les partis de gouvernement, etc. ont dit que ce qui se passait en Roumanie, c'était parfaitement normal. Oui. Donc on voit bien, ce dont on a souvent parlé ici, cette espèce de collusion entre une classe qui trouve que dans le fond, les électeurs, ça fait bien dans le tableau, mais c'est pas complètement indispensable. L'essentiel, si vous voulez, c'est qu'on réussisse, que cette classe réussira à se mettre d'accord avec une partie de l'électorat pour empêcher vraiment toute réforme, quoi. Alors, ça peut être le cordon sanitaire en France ou n'importe quoi, mais c'est le même truc partout, c'est-à-dire, c'est ce que disait... Vous savez, c'était la pièce de théâtre où il y avait le chef du parti qui disait... Le peuple nous a déçus, le Parti communiste, le peuple nous a déçus, il va falloir changer de peuple, quoi. Oui. Et donc, on sent bien qu'en Europe, partout, il faut changer de peuple. Et ce qu'a dit Vance lors de son discours à Munich, c'était de dire à tous ces gens-là, de la Commission européenne, du Parlement européen, mais cessez d'avoir peur de vos populations. Ouais. Parce que ça montre quoi? Ça montre que la Commission européenne a peur des peuples. Naturellement, parce que, oui, bien sûr. Parce que tous les gens de la Commission européenne et tous les gens du Parlement européen savent que les peuples, s'ils pouvaient, ils se débarrasseraient d'eux aussi vite qu'ils le peuvent. Donc on voit vraiment là l'existence d'un pouvoir oligarchique, mettons, tyrannique, allez, et qui se fait contre les peuples. C'est-à-dire que c'est plus la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Là, c'est le gouvernement par une oligarchie et contre le peuple. Ouais. Et donc, qu'on ne vienne pas me bassiner après ça avec des discours sur la démocratie ou les droits de l'homme. Ils se foutent de notre gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, ni de démocratique, ni il n'y a pas de droits de l'homme, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le principal droit de l'homme, c'est de se présenter aux élections. Ouais. Et ce que je trouve vraiment très, très révélateur sur cette affaire, c'est que, en fait, vous avez le droit, éventuellement, d'aller contre le dogme européen tant que vous n'avez aucune chance de gagner. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce type-là avait le droit de se présenter, visiblement il n'y avait aucun problème, jusqu'au jour de l'élection et jusqu'au jour où non seulement il s'est qualifié pour le second tour, mais en plus les choses ont commencé véritablement à tourner vinaigre et l'élection elle n'a pas été supprimée, enfin elle n'a pas été annulée le lendemain. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que ok, tout le monde, ce monde politique là, il était pas très content. Du coup, ils se sont dit, oh là là, quand même, c'est terrible. Bon, alors on va faire une enquête sur TikTok, d'accord. Moi, je suis pas forcément contre faire des enquêtes, mais derrière, ils se sont dit. Quelqu'un a le droit de se servir de TikTok pour faire sa pub. Oui, tout à fait, bien sûr, évidemment, absolument. Si vous voulez, je crois savoir que la quasi-totalité, par exemple, la Commission européenne a donné 150 millions d'euros à la presse
pendant les dernières élections européennes, ce qu'elle avait absolument pas le droit de faire. Et je serais curieux de savoir encore quel est le nom des journalistes qui ont fait des gros articles et combien qui ont été payés pour les faire. Donc, si le journaliste de base a le droit de recevoir du pognon pour dire du bien de l'Europe, je vois pas pourquoi que TikTok aurait pas le droit de recevoir du pognon pour qu'il y ait des gens qui en disent du mal. Je veux dire, c'est ça la démocratie. Bien sûr. Combien de fois la Commission européenne a fait de la publicité sur Meta, enfin sur Facebook et tout. Évidemment, ils donnent de l'argent à ces plateformes-là aussi. C'est simplement, dès que ça va pas dans leur sens, il faut tout de suite faire des enquêtes et supprimer. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que pendant quelques jours, juste tout le monde s'est dit, bon, alors tout ça c'est terrible, il faut absolument voter pour la candidate d'en face, bon, d'accord. Mais en fait, à partir du moment où on a vu que malgré cette réaction, les sondages donnaient Georgescu vainqueur, là ils se sont dit, non, en fait, il faut juste annuler l'élection. Et donc là, on a reporté l'élection et il a juste pas le droit de se présenter. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en Roumanie, mais à mon avis, les Roumains vont pas être très contents. Et je ne sais pas. Il n'a pas une femme Si, sûrement. S'il avait une femme, il pourrait la présenter, ce serait bien. Ouais, peut-être, oui. Non, mais ce serait bien. Ouais. Peut-être, ouais. Il a sûrement une femme parce que... Alors, je connais rien du gars, hein, évidemment, mais il a sûrement une femme parce que quand même, il a l'air d'être assez à cheval sur les valeurs familiales. Mais donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, à ce moment-là, vous faites venir une femme et puis vous dites... Ou c'est dans le cas contraire. Si la femme est le personnage politique, mais je veux dire, si on cherche à se débarrasser de vous, le truc le plus simple, c'est quand même que votre conjoint... Et puis alors, on peut pas lui, il a rien fait, donc on peut pas lui barrer la route, mais... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est exactement le discours. Il faut voir ces faits à la lumière du discours de Vance. Il a dit, vous ne pouvez pas empêcher toute une partie de votre population de voter, vous ne pouvez pas avoir peur de votre population, vous ne pouvez pas avoir peur de la liberté. Et ils ont peur de tout ça. Et on sent bien que c'est une population de favorisés, et qui font tout pour garder leur petit fromage. Et qu'il y en a plus, quand je pense qu'il y en a, pour ainsi dire, aucun qui a voté pour que le Parlement européen se saisisse de cette histoire en Roumanie, c'est tout simplement stupéfiant. Où étaient les Glucksmann, où étaient tous ces serviteurs dignitaires de la... Mais où étaient-ils ? Enfin, je veux dire, il y a un coup d'État qui se passe contre la démocratie dans un pays de l'Europe. Et personne ne dit un mot. Personne n'exige qu'il y ait un débat public. Ne serait-ce que ça. Tout à fait. Et alors, il y avait une petite polémique sur un truc très spécifique, c'est-à-dire que c'était, comment s'appelle-t-il, Thierry Breton qui avait dit dans une interview, il avait dit sur les lois contre la désinformation, il a dit on l'a fait en Roumanie, on le fera en Allemagne si nécessaire. Voilà, en parlant de l'élection allemande, donc qui s'est déroulée il y a quelques semaines, dont on a parlé. Et il y a eu un peu une confusion, c'est-à-dire que mais une fausse confusion en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens du coup ont dit vous voyez c'est Thierry Breton qui a demandé à supprimer. Il avait déjà été viré. Voilà, il avait déjà été viré et peut-être que la Commission européenne n'a pas demandé directement l'annulation de ces élections, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que il y a beaucoup de dialogue entre les cours européennes et puis il y a un esprit européiste. C'est-à-dire que c'est pareil avec notre Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, lorsqu'il rend une décision, par exemple, quand l'an dernier, il avait rendu une décision sur la loi immigration, il n'a pas besoin d'un coup de téléphone de Bruxelles pour savoir ce qu'il doit dire, mais parce qu'il est déjà dans la même lignée que tous ces gens-là. Il a été nommé parce qu'il en est parti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle, il y a partout des socialistes. Donc les socialistes contrôlent tout notre appareil juridique, alors qu'ils font 3% des votes. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Donc ces socialistes-là viennent du moment où les socialistes faisaient 30% des votes et étaient assez d'accord sur tout ce qui était européen avec une partie des chrétiens démocrates, etc. Donc on a aujourd'hui une survivance dans la justice de gens qui font passer des idées en force sur des concepts que le peuple a rejetés, puisqu'ils font que 3% des voix, depuis 30 ans. Ben, ça fait rien, ils continuent à essayer de les faire passer en serment de la justice. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est en train de se démonétiser, de se décrédibiliser à la force d'essayer d'être un État, qu'elle n'est pas.
Et bien, finalement, on va finir par être obligé de les sortir à coups de fourche, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu ça. À un moment, il va falloir que le peuple s'exprime, et si le droit, la loi, a pour but d'empêcher le peuple de s'exprimer, elle est illégitime. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce caractère autoritaire de ce pouvoir ne montre pas son maximum tant qu'il n'y a personne dans la rue, tant que les choses tiennent encore globalement, on ne va pas essayer de montrer notre vrai visage. Maintenant, on voit qu'il y a une sorte de contre-réaction à ce qui se passe aux États-Unis, et ils n'ont qu'une peur, c'est qu'il se passe en Europe exactement ce qui se passe aux États-Unis. Le retour de la nation contre les forces internationales. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a vu le nombre de recherches pour trouver un avocat à Washington considérablement. Bientôt, il va y en avoir à Paris, à Bruxelles. Oui. Voilà, et les types de Bruxelles, ils n'ont pas trop envie de chercher un avocat actuellement. Ils ont envie que tout se tienne très tranquille. Sauf qu'on ne voit pas exactement comment ça va tenir. On voit très bien sur le court terme comment ça va tenir, mais sur le long terme, on va le voir aussi. Années, ça va être compliqué. On le voit aussi très bien, par exemple, avec le système européen est ainsi fait qu'il faut l'unanimité. Ils ont essayé de faire passer. Oui, des pays. Ils ont essayé de faire passer l'idée qu'une majorité qualifiée suffirait, puis ça n'a pas passé. Parce que ça, c'est un vrai changement constitutionnel, et puis il faudrait avoir l'accord de tous les pays. Bon. Mais on voit très bien que Orban, qui est violemment contre cette constitution d'un État européen, il trouve qu'il y a un État hongrois et que ça suffit, merci beaucoup. Oui. Eh bien, il est en train on est en train d'essayer de le traiter comme on a traité ce monsieur Kalin ou je sais pas quoi là. Oui. C'est-à-dire que la voix de la Hongrie ne va plus compter. Voilà, ils vont essayer mais à ce moment-là, si elle ne compte plus, ça veut dire que on est passé à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que lui, il peut s'opposer, et donc on va et on sait très bien que si on va vers un clash juridique, Orban perdra. Puisqu'il est, tous ces juges sont vendus. Il a perdu d'avance, oui, bien sûr. Il a perdu d'avance, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, Orban est en train de dire, il va falloir poser la question au peuple hongrois, est-ce qu'il veut rester dans l'Europe ? Ouais. Il y a déjà un pays qui est sorti, c'est la Grande-Bretagne. Oui. Ils ont tout fait, d'ailleurs, tous les petits hommes gris en Bretagne ont tout fait pour que ça, ils sortent pas vraiment, qu'ils sortent, mais qu'ils sortent pas. Enfin bref, ils sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, 7 ou 8 ans après, c'est incroyable. Ouais. Donc on voit bien que la seule solution avec ces gens-là, puisqu'on peut pas les faire changer, ils sont inchangeables, c'est de sortir complètement. Et donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se présenter aux élections en disant, ça peut arriver en Italie demain, Madame Meloni qui dit, écoute, il commence à me casser bien les pieds. Bien sûr, et en fait, ça va devenir globalement... la seule façon de s'en sortir. Ouais, c'est-à-dire que ça va devenir, je pense, avant d'arriver, ça va déjà être brandi comme une arme politique. Voilà. C'est-à-dire que avant de dire on va sortir de l'UE, on va commencer à avoir des pays qui vont dire non mais en fait, je veux ça, mes citoyens ont voté pour ça, si on est encore une démocratie, ou alors tu me dis juste mais tu officialises sur ton petit rapport que j'ai pas le droit, dans ce cas-là je m'en vais. Voilà. Et à ce moment-là, oui, on s'en va, si on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la façon dont l'Europe va se défaire, c'est pays par pays, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être la Hongrie qui va sortir, puis ensuite peut-être l'Italie, et puis à un petit moment, il n'y aura plus assez de pognon pour tout le monde puisqu'ils cesseront de payer, et ils sortiront de l'euro en même temps, et donc on voit bien que ça va se défaire. Il y a déjà un pays qui est sorti, ils n'ont pas pris la leçon, ils n'ont rien changé. Maintenant, il y a la Hongrie qui est pas loin, la Roumanie peut-être aussi bien d'ici quelques temps, elle dira qu'elle ne veut pas en faire partie, qu'elle est plutôt plus copine avec la Russie qu'avec et ainsi de suite. Donc on voit bien que ça va être ça va crever doucement, et puis d'un seul coup, ils vont tous crever ensemble. Donc on commence à voir vous savez, c'est comme dans une bataille, dans une guerre, quand vous avez les régiments les plus faibles qui commencent à foutre le camp. En général, c'est que les régiments les plus forts vont pas tarder aussi, quoi. Et on voit bien qu'il y a déjà en Europe, on a perdu la guerre avec les États-Unis, on n'est plus une démocratie, Ouais. Maintenant, on est en train de perdre la guerre avec la Roumanie, puis on va la perdre avec la Hongrie, et puis avec l'Italie, elle demande que ça, surtout si les Américains l'assurent sur l'Italie de leur soutien. Donc, il va rester qui ? Il va rester le Luxembourg ? Et la Belgique ? Oui, c'est ça. Ils peuvent faire peut-être une alliance Benelux, ça pourrait très bien marcher. Hein. Oui, très bien marcher, ça marchait dans le temps. Ouais. On aurait... et on voit, si vous voulez, que maintenant, de plus en plus,
les gens ne restent dans l'Europe que contraints et forcés. Ça n'est plus du tout un espoir comme ça l'a été dans les années 60. C'est devenu une punition. Ouais. On est aujourd'hui dans l'Europe punition. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, avant vraiment l'omniprésence à tous les niveaux de ces institutions européennes, dans quelques pays, l'arrivée dans l'UE a été validée par référendum, mais on comprend aujourd'hui que la validation du peuple, c'était juste du bonus, et que finalement, c'était très très accessoire. Et d'ailleurs, il me semble que les Irlandais ont dû voter deux fois. Deux fois. Oui. C'est-à-dire que la première fois, c'était pas la bonne. Je sais pas si c'était dans l'Europe ou dans l'euro. Je crois que c'était dans l'euro. D'accord, oui. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on les faisait voter les gens jusqu'à ce qu'ils votent bien. Puis à ce moment-là, leur vote devenait... c'était fini. Indiscutable. On pouvait plus revenir en arrière. Oui, c'était fini. C'était le cliquet. Ils étaient dedans pour 1000 ans. Ils étaient dedans pour 1000 ans. Donc, moi, là... Ce qu'il y a de certain, c'est que le monde dans lequel on revient, devient un monde un peu plus dangereux. On n'a plus le parapluie américain, c'est certain. Bon, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Ou bien chaque pays essaye de monter sa propre défense, ou bien l'Europe va essayer de monter une défense commune, mais personne n'y croit une seconde, la défense commune de l'Europe. Ouais. Je veux dire, il n'y a plus d'armée dans tous les pays. Donc, ça veut dire que ce qu'on devrait faire en Europe aujourd'hui, c'est organiser aussi vite que peut laisser tomber l'Europe, et organiser aussi vite des défenses ponctuelle, c'est-à-dire la Méditerranée est défendue par 4 pays, la France, c'est beaucoup plus cohérent, effectivement. Et puis la Russie, on peut peut-être mettre la Finlande, la Suède, la Lettonie, la Lituanie, et puis peut-être la Pologne aussi, qui est bien armée, là, qui est bien. Ouais. Mais il n'y a pas de raison, si j'ose dire, que les Espagnols défendent les Lituaniens contre l'invasion de la Russie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est retourner à des alliances locales. Ouais. Mais c'est-à-dire que la fin de l'Europe, c'est la fin de la diplomatie multilatérale. C'est-à-dire que ce que je suis en train de décrire, c'est, en fonction des intérêts de chaque pays, revenir à des diplomaties bilatérales pour monter des coups ensemble. Ouais. Mais plus d'avoir cette espèce de monstre là-haut qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, on voit bien que ce que demandent les Roumains, c'est être impliqué dans les choses qui ont un impact sur les Roumains. Les Hongrois, c'est pareil. Les Italiens, c'est pareil. Donc, personne ne croit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt européen. Personne ne sait ce que c'est que cette bête. Ouais. Mais par contre, tout le monde sait qu'il y a des intérêts communs de certains Européens avec certains autres Européens. Donc sûr. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il faut s'appuyer sur la réalité, pas sur un mythe, quoi. Oui, bien sûr. Il peut y avoir peut-être hypothétiquement des intérêts européens extrêmement ponctuels, mais très franchement, c'est rare et voilà, c'est extrêmement ponctuel. Et puis, il n'y a pas de raison. Moi, je les cherche désespérément parce que bon... Oui, non, mais... Qu'est-ce que j'ai de ponctuel avec les gars en Lituanie ? J'en sais foutre rien, moi. Je sais pas. Ils sont 1 300 000, je crois. Ouais. Et donc, c'est-à-dire ce désir de tout centraliser et de faire un empire, encore une fois, qui est dirigé du sommet, contre des nations qui sont dirigées de la base et qui ont discuté avec elles. Les empires ont fait beaucoup plus de mal dans l'histoire que les nations. Donc l'idée que la nation est intrinsèquement mauvaise est une faute intellectuelle. C'est ce que disait Jean-Paul II, en tout cas. Ouais. Donc, on revient toujours à la même chose, mais laisser les gens libres. Ouais. Et je veux dire, aussi, outre la possibilité, effectivement, que des pays brandissent le fait de sortir de l'Union européenne, il y a tout simplement la menace d'un effondrement intérieur. Bien sûr. C'est-à-dire que ça à plusieurs niveaux, déjà un petit peu au niveau diplomatique, c'est-à-dire que est-ce qu'on a tous envie d'être impliqués dans les décisions diplomatiques qui vont être décidées à la Commission européenne ? À partir du moment où ça devient un petit peu sérieux, on n'est pas sûr. Et puis il y a la question économique, monétaire aussi, c'est-à-dire financière, l'euro, tout ça. Nous, on n'est quand même pas dans une santé financière excellente en France, et nous, on n'a pas le poids économique de la Grèce. Donc, si la France fait défaut sur sa dette un jour, si on a un vrai problème avec notre dette, ça va entraîner tous les autres pays de la zone euro, en fait. Évidemment. Donc, j'ai écrit toute une série de papiers dans mon bouquin qui est derrière, La vérité vous rendra libre, là, dans lequel je décrivais tout ce qui va se passer. Mais ce qu'on voit bien, c'est que toutes ces fausses institutions qui ont été créées, comme celle de l'Empire américain, plus l'Empire européen, plus ces cours de justice et tout ça, ça n'a pas d'existence dans la réalité. Donc ça va s'effondrer. Et la question à laquelle il faut réfléchir en tant que citoyen, c'est comment je vais réagir pendant que tout ça s'effondre.
parce que ça ne peut pas durer. C'est pas fondé sur une réalité, c'est fondé sur, pas plus que le communisme est fondé sur une réalité, là, cette espèce d'européisme, ça fait partie des grands mythes qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Europe, ça n'existe pas, puis c'est tout, il y a des pays européens, mais il n'y a pas d'Europe. Oui, donc, il y a une civilisation, mais il n'y a pas une... Personne ne va se... Il n'y a pas d'équipe de football européenne, il n'y a pas d'équipe de rugby européenne, d'ailleurs tout le monde s'en fout. Il n'y aurait personne en match. Et donc voilà, c'est-à-dire que on a bâti pendant 40 ou 50 ans des fausses centres de pouvoir qui n'ont pas de légitimité, à grand coup de légalité, mais ils n'ont pas de légitimité. Partout, ces centres de pouvoir sont en train de s'écrouler, comme aux États-Unis. L'État profond, et ben maintenant, il va s'écrouler chez nous, et c'est pas possible autrement. Donc, préparez-vous à l'effondrement de l'État profond européen. Ouais. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle, par le vue. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça fait peur à beaucoup de gens. Oui, bien sûr, ça va secouer. Mais après, ça peut permettre aussi de faire le pont avec l'Université de l'épargne. Voilà. Puisque, on vous en parle pas. On essaie de faire des portefeuilles qui ne s'ouvriront pas trop quand ça se passera. Et tout à fait. C'est ça, parce que nous, on a bâti toute notre épargne de l'Université de l'épargne sur l'idée qu'il y a des structures de droit, des structures étatiques qui vont disparaître. Donc, je ne peux pas faire un portefeuille sur des structures de droit dont je pense qu'elles ne vont pas durer. Bah oui, bien sûr. Il faut que je me mette dans des endroits où je pense que ce qu'on a dans le portefeuille vaut toujours quelque chose. Un truc malgré... Tandis que une décision de la Cour européenne de justice ou de la Cour européenne des droits de l'homme... J'ai l'impression que c'est pas opposable aux États-Unis, ni à la Chine, ni à personne, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vous dis pas que la France va faire défaut sur la dette demain matin ou que l'euro va s'effondrer demain matin. Mais je pense que plus les jours passent, plus on se rapproche de cette éventualité. Et forcément, il faut quand même s'y préparer. Et donc, même si c'est la millionième fois que vous l'entendez sur cette chaîne, faites attention à ce que vous avez dans vos assurances vie, dans vos PEA, etc. Voilà, au moins, s'il vous plaît, au moins séparez-vous de tout ce qui va poser problème. Tout ce qui est obligation d'État français ou même truc de la Banque Centrale Européenne, tout ça... sortez de ce truc-là parce que vous perdez de l'argent régulièrement. Vous avez le choix, encore une fois, entre détenir de la propriété ou des contrats. Et faites attention parce que les contrats que vous ferez sur le droit européen, le droit français, etc., ça vaudra peut-être pas grand-chose. Parce que si vous avez de la propriété, de l'or ou des actions, ça vaudra toujours quelque chose. Tout à fait. Donc c'est ça l'idée de base, c'est vous vous appuyez uniquement sur le droit privé. Ouais. Vous vous appuyez plus sur les droits publics. Les droits publics, ils valent pas tripette. Ouais, et puis le marché est ainsi fait que vous pouvez déjà vous mettre sur des sociétés françaises qui font du business à l'étranger, dans le monde entier, qui font plus de 90%, voilà, 90% de leur business en dehors de France. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans une émission sur l'Université de l'épargne il y a quelques semaines, c'est que on n'a pas d'industrie en France, très très peu, mais on a une industrie française absolument remarquable. Des sociétés industrielles incroyables, qui ont cette caractéristique. C'est le seul pays au monde, d'ailleurs, qui a une industrie pas possible, mais qui n'a pas d'usine chez lui. Oui, on doit avoir le plus gros gap entre la qualité industrielle à l'extérieur et celle à l'intérieur. Au Japon, ils ont une industrie à l'intérieur et à l'extérieur. En Allemagne aussi, surtout à l'intérieur d'ailleurs, etc. Nous, on a cette qualité de ne pas avoir d'industrie dans le pays parce qu'on est gouverné par des fous, mais d'avoir une industrie pas possible à l'extérieur. Donc c'est un coup de peau, ça. Oui, absolument. Donc voilà, dès qu'il y a des pays qui veulent faire des ponts, des routes, des machins, qui veulent construire des centrales, ils font appel à énormément de boîtes françaises. Qui sont très bien. Qui sont très bien. Et puis vous avez accès aussi à tout un tas de marchés dans le monde entier, américains, chinois, asiatiques de manière générale. Je signale, pour ceux que ça intéresse, qu'on a l'année dernière beaucoup parlé du marché chinois et que le marché américain est en train de s'ouvrir un petit peu de ce passage politique. Et le marché chinois, depuis un an, il fait 20% de plus que le marché américain. Donc, si vous voulez, tout le monde me disait pourquoi vous achetez pas les GAFA il y a un an. Réponse, j'ai fait 20% de mieux. Réponse maintenant. Réponse maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une stratégie qui a très très bien marché ces dernières années, 4-5 dernières années globalement. Mais ceux qui l'ont fait et qui se retrouvent aujourd'hui, ils se mettent à douter quand même. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ?
Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont perdu 25 ou 30%, qu'est-ce qu'ils font C'est ça la vraie question. C'est toujours plus facile de sortir d'un truc quand... Vous savez, c'est comme l'immobilier, vous réussissez à vendre votre appartement beaucoup trop cher tant que le marché monte. Et puis à ce moment-là, le marché s'arrête, il ne monte plus, et ça, vous ne pouvez plus vendre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de marché. C'est-à-dire que le marché disparaît et vous ne pouvez plus rien vendre. Donc c'est plus facile de vendre quand tout le monde en veut que quand personne en veut. C'est pareil, c'est bête, hein. Bah oui, bien sûr. Ça me paraît logique. Ouais. Ah oui, c'est logique. Hein. S'il y a personne qui veut acheter, vous avez personne à qui le vendre. Hein. Mais voilà, les types vous disent, je ne vendrai pas en dessous de mon prix, etc. Mais mon gros, ton prix, il n'existe pas. Le prix, c'est pas ce que tu voudrais vendre. Le prix, c'est là où tu peux vendre aujourd'hui. Donc, tu t'imagines qu'on a un appartement vaut 4 millions et il en vaut 2. Quoi. Donc, arrête tes conneries. Quoi. Encore une fois, une différence aussi entre le prix et la valeur. Le prix et la valeur, exactement. Le prix, c'est un chiffre. La valeur, parfois, c'est plus compliqué à... Vous connaissez l'histoire du paysan qui veut vendre son vieux cheval pour 2 millions de dollars au marché. Il l'amène. Je crois que vous me l'avez déjà raconté. Bon, il l'amène, sa femme morte de rire, 2 millions de dollars, mais ça va pas. Et puis il revient avec une chèvre et un mouton. Il dit, je reviens avec une chèvre à 1 million et un mouton à 1 million. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous dites, le prix, c'est pas la valeur. C'est la valeur, on pensait que c'était 2 millions de dollars, mais... Il a échangé contre 2 trucs qui ne valaient pas 1 million de dollars chacun, mais il est revenu avec sa femme en disant « mais ça vaut ». Oui. Donc j'ai eu raison, j'ai eu une chèvre de 1 million de dollars. Donc si vous voulez, il ne faut pas oublier que ce que vous pensez que ce que vaut votre truc n'est pas automatiquement ce que ça vaut. Oui, bien sûr. Et si vous accrochez à ce prix, vous ne pouvez plus prendre une décision, vous êtes bloqué. C'est idiot. Oui, c'est sûr, les marchés jouent beaucoup avec la psychologie de l'investisseur et on se dit, moi j'ai acheté à ce prix-là, je vais forcément trouver un couillon à qui le revend plus cher. Pas forcément, parfois vous êtes le dernier. Le dernier. Dans les derniers du moins. Voilà, donc merci beaucoup, mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait comme diagnostic sur l'écroulement pour des raisons politiques d'une structure de pouvoir qui n'est pas légitime est en train de se passer en Europe. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'on vous dit depuis des années, ça n'est pas une structure politique légitime, l'Europe. Oui, bien sûr. Et au fond, elle doit le savoir, puisque pour vouloir interdire littéralement des candidats de se présenter, ils le savent. Et je pense qu'ils sont dans une situation très compliquée, ces Roumains, parce que peut-être s'ils avaient interdit la candidature de ce type quelques semaines avant l'élection, peut-être tout le monde s'en serait foutu. On aurait dit... Mais il ne doutait pas qu'il allait réussir. Et ben voilà, ce n'est pas à cause de sa ligne politique ou à cause de tout ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a réussi ou parce qu'il pouvait réussir qu'on l'a interdit de se présenter. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental de le comprendre. Vous avez le droit d'être une opposition au pouvoir tant que vous n'avez aucune chance de gagner. Et ce qui garantit que le pouvoir en question est illégitime. Oui. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas la vraie concurrence. Ouais. Et d'ailleurs, on voit à quel point les Roumains, ils doivent quand même se poser 2-3 questions, parce que pendant des années, depuis du coup l'effondrement de l'Union soviétique, c'était les mêmes partis qui étaient au pouvoir, exactement comme chez nous, le bon petit parti de droite, le bon petit parti de gauche. Et puis dès le lendemain de ce premier tour d'élection, ils se sont absolument tous mis d'accord pour voter la même chose et pour vouloir interdire le mec d'en face. Hein. Donc, évidemment. Et c'est exactement ce qui le fait monter aujourd'hui, d'autant plus dans les sondages. Donc je ne sais pas comment les Roumains vont réagir. J'imagine qu'il y a énormément de gens, forcément, qui n'ont pas voté pour lui, mais qui se disent aujourd'hui, pourquoi je vote si en fait... Mais maintenant, les gens ne vont pas voter pour lui, ils vont voter contre la commission. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, ils vont essayer de trouver les premiers gars qui vont reprendre à peu près la même ligne politique. Et puis, il peut y avoir aussi possiblement un effondrement de la participation au vote. Donc ça peut... Alors, malheureusement, c'est une forme de protestation qui ne s'est jamais avérée efficace dans l'histoire. Je peux comprendre qu'on ne trouve pas le grand amour lors des élections et qu'on se dise aujourd'hui, ce dimanche, je vais rester sur le canapé. Mais malheureusement, ça n'a jamais marché d'avoir... On s'est débarrassé des gens, jamais. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on voit absolument dans tous les pays membres de l'Union européenne. On risque d'avoir beaucoup de
de législation supplémentaire aussi pour contrôler, je pense, les réseaux sociaux en France. On a l'Arcom qui contrôle les chaînes de télévision, vous savez. Je pense qu'on risque d'avoir des lois qui vont amplifier le contrôle de l'Arcom sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc. Alors vous feriez bien de vous méfier parce que d'ici quelques temps, on sera plus autorisé à quoi que ce soit. Donc faites des petits stockages de nos trucs pour pouvoir les regarder en cachette. Et puis vous mettrez en même temps le disque, vous savez... les Français parlent l'auto-français, vous mettez ça de façon à vous mettre dans l'ambiance, et puis d'acheter peut-être quelques fusils et quelques fourches pour reprendre votre liberté de la bonne vieille façon française, en sortant les gars des palais nationaux à grands coups de pied dans les fesses, quoi. Ouais, effectivement. Ce serait... Et c'est un côté satisfaisant, si vous voulez. Oui, c'est un côté satisfaisant, ouais, peut-être. Moi, je me vois assez bien botter les fesses d'un certain nombre de ces gamins. Mais maintenant, j'ai du mal, parce que j'ai du mal à lever la patte au-dessus de ça. Là, jusqu'au niveau des fesses, ça va être dur, mais pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque, quoi. Ouais. Bah, vous êtes avec nous en esprit, quand même. Voilà. Vous êtes jeune. Vous donnerez les coups de pied dans les fesses. Ouais. Voilà. Donc, émission un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ça ne fait que confirmer ce qu'on vous dit depuis des années. On nous fait vivre dans des miroirs où on prétend qu'on est démocratique, on prétend qu'on fait attention aux gens, on prétend qu'il y a des élections. Et tout ça, c'est que du vent. Ouais. C'est du pipeau, ça n'existe pas. On vous a mis des miroirs pour vous faire croire que vous votiez. Je crois qu'en Union soviétique, ils votaient tout le temps, ils avaient 97% des voix, puis c'est tout, quoi. Donc, le vote n'est pas une preuve de la démocratie. C'est pas parce que vous votez qu'il y a une démocratie. Oui, absolument. Et ben voilà, je crois qu'on va rester sur ce message-là. Donc, on va dire un petit peu pessimiste à court terme, mais on espère que les choses vont arriver. Ça veut dire que, encore une fois, ce qui est le plus horrible, c'est l'apparence de la légalité. Aujourd'hui, cette apparence de la légalité qui nous étouffe tous depuis des années est en train de s'écrouler. Et ça, le mensonge est en train d'apparaître pour ce qu'il est. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, plus ça se passe, plus je suis optimiste. Oui, absolument. Et ben voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rejoindre l'Université de l'épargne aussi, si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Vous souhaitez enfin comprendre les marchés financiers et prendre en main votre patrimoine. L'Université de l'épargne est la plateforme qui vous donne les clés pour gérer votre portefeuille, investir intelligemment et faire fructifier votre argent. Grâce à des cours clairs, accessibles et un accès à une communauté de plus de 7000 investisseurs indépendants, vous apprendrez à éviter les erreurs courantes, à bâtir un portefeuille solide et à atteindre vos objectifs financiers en toute confiance. Que vous soyez débutant ou déjà initié, notre contenu s'adapte à vos besoins avec des vidéos théoriques et des conseils pratiques. Ne laissez plus vos finances au hasard, souscrivez dès aujourd'hui à l'Université de l'épargne et faites le premier pas vers votre liberté financière.